victoire incontestable de la droite et du centre qui verront peut-être un tremplin supplémentaire pour la suite. La gauche reste la deuxième force politique dans l'hémicycle, mais perd quelques plumes quand même, peut-être à la faveur des écologistes qui, eux, parviennent à créer un groupe. Vous l'avez compris, comme lors des municipales, et c'est logique, c'est le retour des partis historiques. Faut-il pour autant faire une lecture nationale du scrutin et en tirer des conclusions pour les futures échéances électorales? C'est toute la question de ce soir. Ces élections montrent au contraire que les partis historiques, et évidemment commençons par la droite puisque ce sont eux les vainqueurs de cette élection, ne disparaissent pas. Moi, je ne crois pas qu'ils disparaissent, je ne crois pas qu'ils aient disparu. Ils ont été affaiblis, évidemment, mais ils sont toujours présents. D'ailleurs, les différents scrutins l'ont montré depuis 2017. 2017 est un scrutin incomparable. On n'a pas de recul suffisant, même 3 ans et demi après, pour analyser comme il se doit ce scrutin, si ce n'est de dire que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Emmanuel Macron a été élu par accident, parce qu'il y a eu des facteurs convergents qui a permis d'accéder à la présidence de la République. Très bien. S'il n'avait pas été élu président de la République En Marche n'aurait jamais eu de majorité. C'est l'effet d'entrain, ça c'est tout à fait classique. La victoire à l'élection présidentielle entraîne une victoire aux élections législatives. Et puis ensuite, les différents partis, effectivement, ont subi un électrochoc, ont dû se reconstruire. La gauche davantage que la droite. Et depuis, il y a cette reconstruction progressive et je ne pense que ce ne sera qu'à partir prouve que ces partis historiques que l'on poursuit la reconstruction, qu'ils sont toujours là, présents. La droite est plus présente que la gauche au Sénat, mais ça c'est le cas depuis 1958. Ça ne changera pas ni demain, ni dans 20 ans, sauf si on remet à plat le mode de désignation des sénateurs. En revanche, par rapport aux partis, pour apprécier effectivement leur place dans la vie politique contemporaine, il faudrait attendre 2022 et les élections et la recomposition électorale qu'il y aura à ce moment-là. Ça ne va pas de soi, cette collaboration entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, Si, quand on philosophie, que l'on analyse la vie politique, elle va de soi, évidemment. Mais là, elle ne va pas de soi. Mais sur les réalités de terrain, évidemment, il y a des conflits qui renaissent, des guerres d'ego, qui conduisent à renier effectivement cette collaboration qui avait été établie. Elle avait été actée sur le plan philosophique, si j'ose dire, par cette fameuse poignée de main entre Yannick Jadot, Olivier Faure, à Blois, plus d'autres discours. Effectivement, dès qu'on est revenu sur le terrain, législative partielle dans le Val-de-Marne, on a vu qu'il y a eu les Verts qui ont voulu aligner un candidat. Dans les Deux-Sèvres sénatoriales, le candidat Vert a fait concurrence au candidat socialiste qui a empêché, donc il y a un candidat de gauche qui soit élu et qu'il y ait 2 sénateurs LR qui ressortent victorieux. Donc voilà, ils veulent maintenir, chaque parti veut maintenir ses positions. C'est un petit peu logique. Et il faut aussi regarder un petit peu la proportionnalité des choses. Les élections sénatoriales, c'est la continuité des élections municipales, surtout quand elles se tiennent quelques mois après. Là, on est même plus à quelques semaines, puisqu'il y a eu le décalage des élections à cause de la crise Covid. Et donc, au regard des élections municipales, dans les partis de gauche qui ressortent victorieux, pardon peut-être de blesser les Verts, mais le Parti Socialiste est quand même devant les Verts. Les Verts ont gagné quelques municipalités seuls. Toutes celles qu'ils ont gagnées, c'est justement calmons les ardeurs des Verts, avec le Parti Socialiste. Et ça ressort au sénatorial, où les socialistes restent à 65, selon les projections actuelles, et les Verts dépassent à peine le chiffre de 10 pour pouvoir constituer un groupe. Le message est clair. Il y a un équilibre qui est celui qui est. Il va y avoir d'autres échéances électorales l'année prochaine, les régionales et les cantonales, qui, elles, vont être déterminantes. Si la gauche continue à être divisée, elle va, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, se rétamer, et ça va être un indicateur pour 2022, puisque tout le monde a cela en perspective. Alors justement, on va parler des 2 partis qui ont été les seuls à franchir le second tour de la dernière présidentielle, mais qui sont un peu les derniers de la classe de ces sénatoriales. Le parti d'Emmanuel Macron, qui se maintient, qui ne progresse pas. On va y revenir. Quant au Rassemblement national, contre toute attente, Stéphane Ravier sauve son siège. Ce n'est qu'un siège, on est bien d'accord, mais c'est un siège qui a surpris beaucoup de monde. Comment se l'expliquer? Est-ce que peut-être que des prises de position de responsables politiques du sud de la France ont déplu à certains grands électeurs qui se sont dit finalement on va se tourner vers Marine Le Pen? Comment vous expliquez cela? Oui, je rejoins assez largement ce que dit Jean-Pierre Mignard et les 2 premières forces du pays en 2017.
pour reprendre les propos de Jean Garrigue, mais il faut souligner en 2017, parce que depuis comme 2017... Comme une photographie. Sur le scrutin de 2020, les élections municipales, ce ne sont plus les deux premières forces du pays, loin s'en faut. Et les élections sénatoriales, d'ailleurs, le confirment. Alors, on peut, dans une certaine mesure, seulement faire de la projection nationale sur les élections sénatoriales, puisqu'on sait que le mode de scrutin est particulier, que c'est une chambre qui se renouvelle partiellement, qu'il y a une forte présence de la France des territoires, moi je préfère ce terme-là, et notamment une surreprésentation des petites communes rurales à tendance conservatrice qui explique la domination de la droite. Mais effectivement, il y a eu une surprise de l'élection, la réélection de Stéphane Ravier du Front National, Nouvelle RN. Et je ne pense pas que l'on puisse vraiment en tirer un certain nombre de conséquences, parce que la ville de Marseille est quand même emblématique sur le basculement de droite à gauche. Et Stéphane Ravier a été élu, pas sur les voies du FN, pas gagné. mais principalement... Et ça a beaucoup surpris les sénateurs et sénatrices présents sur ce plateau. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire une généralisation. Il faut attendre des scrutins qui soient plus emblématiques, notamment les scrutins de 2021, régional et cantonal, pour voir, et je pense qu'on constatera que le Front National a toujours du mal à s'implanter dans les territoires. Ce sont des élections qui ne lui plaisent pas. Celles qui lui plaisent, c'est l'élection présidentielle et les élections européennes. La première, pourquoi ? Parce que c'est l'élection reine, et les secondes, parce que ce sont des élections généralement de relâchement, et effectivement où l'électeur peut être séduit par ces thèses-là, et ça fait effectivement cette année, l'année dernière, en 2019, le Front National s'est distingué au moment de cette élection-là. Mais c'est assez difficile d'avoir ensuite une projection et une extrapolation au niveau national sur des scrutins qui ont des enjeux différents. Pour notre cas suivant, l'autre sénateur qui a déjoué les pronostics et qui sauve son siège de justesse, on peut le dire, c'est le patron du groupe La République En Marche au Sénat. On aurait d'ailleurs probablement parlé de claque électorale pour le parti d'Emmanuel Macron s'il avait perdu ce siège. Il est allé chercher les voix une par une, campagne acharnée. Vous me direz comment vous analysez cette victoire. Ça dit quelque chose de la capacité de La République En Marche, précisément, à séduire au-delà de son périmètre. D'ailleurs, il semblerait que les intentions des sénateurs de La République En Marche, c'est de contracter, de nouer des alliances pour former un nouvel ensemble. Alors c'est un ensemble qui n'excédera pas quelques dizaines de sénateurs, ça restera une force minoritaire au Sénat, mais ça veut dire aussi que c'est un peu plus subtil que certains ne veulent le laisser entendre. La République En Marche garde et peut séduire du côté de certains socialistes, comme elle peut séduire d'ailleurs du côté de la droite. C'est vrai que depuis... Plutôt des centristes. Et des centristes. C'est vrai que depuis quelques mois, alors là je parle sur le plan général, c'est plutôt à droite que s'est faite la progression de La République En Marche. Mais il y a, vous voyez, dans ce tissu de notables, dans ce tissu d'élus locaux, il y a des possibilités qui restent pour La République En Marche, précisément, puisqu'elle est et à droite et à gauche. On a tendance un peu à l'oublier. Il y a cette possibilité-là de trouver des ancrages. Jean-Philippe de Rosier, je vous vois sourire. Pourquoi Pourquoi ce sourire et à droite et à gauche, ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. En tout cas, c'est pas la catastrophe pour La République En Marche. Et à droite. Ça, il faut constater qu'ils ont réussi à sauver les meubles. Mais arrêtez-moi si je me trompe, ce ne sont que des transfuges. Le problème de La République En Marche depuis 2017 et qu'elle va traîner jusqu'en 2022 et peut-être au-delà, c'est qu'elle n'a pas d'électorat propre. Contrairement à d'autres, même petits partis. Le Parti communiste a un électorat propre. Le Front National a un électorat propre. La République En Marche n'a pas d'électorat propre. Elle est en train de le construire, peut-être. Je ne crois pas. Non. Elle a bénéficié de l'électorat du Parti socialiste en 2017. Et là, constatant bien qu'elle n'arrivera pas à le fidéliser, justement, à se créer un électorat propre, elle va draguer un autre électorat, qui est l'électorat de droite, espérant en 2022 réussir à se faire réélire de cette sorte-là. Tout dépendra de quels candidats seront alignés. Là, on a une réélection d'un certain nombre de sénateurs sortants, dont François Patriat, qui sont déjà des transfuges, parce que le parti n'existait pas, donc c'est en quelque sorte une lapalissade, mais c'est un peu la prime au sortant. Ils ont leur réseau. Sans doute été aidés par une campagne électorale en face qui n'a peut-être pas été aussi véhémente qu'elle aurait pu l'être. Et donc, ils arrivent effectivement à sauver les meubles. Mais ils baissent. Ils ne sont plus que 19.